Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission du 15 juin 2022 qui se trouve être la dernière de la saison. Alors, Oui. salut Jean-François. Ça a passé vite, hein? En forme? En forme. On a fini, on va boucler la dernière de la série. L'idée, c'était de casser la glace, hein, de développer un peu le style. On voit qu'il y a d'autres influenceurs qui commencent à développer la formule. Fait que c'est toujours intéressant de voir qu'on fait école. Ouais. Mais on n'invente pas le concept, là, c'est vieux comme la Terre. L'idée, c'était plutôt, de dire soyons dans cette avenue-là pour être le plus flexible possible par rapport aux événements et d'aller un petit peu plus en profondeur parce que souvent, à Théovox Sexualité, tu fais beaucoup de survol d'événements, mais ici, ce qu'on veut, c'est aller plus en profondeur, se chicaner même pour montrer que c'est ce qui arrive habituellement quand on défend nos points de vue. Et c'est pas nécessairement mauvais, hein? Ça peut permettre d'aller plus loin. Alors, on est prêt à débuter, puis on vous revient après la pause. D'entrée de jeu, j'ai un peu devancé de Nicole Boyer qui nous demandait les vacances pour combien de temps. Ben, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Alors, c'est un peu le principe de on la peut COVID. prendre goût aussi. Des fois, tu y prends goût puis tu les étires un peu plus longtemps. Puis, disons que l'été 2022 est un été qui s'annonce important pour recharger les batteries, planifier, parce qu'à partir de l'automne, ça risque de brasser. Je suis tout à fait d'accord. Lendemain d'une élection majoritaire, on l'a vu, Doug Ford majoritaire, on voit Macron. On voit que tout se met en place pour passer ce que moi j'appellerais la phase 2 de la crise COVID. Les injections, ça a été dur, mais c'est rien comparé à l'identifiant bionumérique individuel qui s'en vient. Et le Québec veut être à l'avant-garde, donc attachez votre truc, parce qu'à partir du moment où on dit non, je veux rien savoir de ça, évaluer les conséquences. Ouais. C'est plus ça qui est important. En fait, on suit un peu la programmation estivale de ce qui se fait dans l'industrie. Souvent, les shows importants dans l'industrie vont arrêter vers la fin du mois de juin, puis vont redémarrer vers la fin du mois d'août pour laisser la période estivale aux animateurs et de recharger leur batterie puis revenir en forme pour le mois de septembre. Il y a aussi que les gens veulent un peu décrocher. On dit souvent qu'on amène des mauvaises nouvelles. Là. En fait, on fait juste discuter de ce qui se passe et on a informé les gens, par exemple, que Desjardins est allé de l'avant avec son identifiant bionumérique et ça a permis à plusieurs de faire des vérifications. Moi, je connais pas qu'il y a de monde qui m'ont dit « j'ai fermé mon compte ». Alors, ça a cet impact-là, c'est-à-dire qu'on est capable d'être au-devant des événements. Mais il ne faut pas se leurrer sur la suite des choses. Si vous pensez que les autres banques n'embarqueront pas là-dedans, c'est eux autres. Là, l'élite passe à travers les banquiers. Là, c'est de là que ça passe. On a aussi à l'automne, en septembre, la chefferie au Parti conservateur, mais on a aussi l'élection en octobre. Donc, c'est certain que septembre risque d'être une période où on va parler beaucoup politique. Alors, peut-être juste un aparté là-dessus. Poilievre a vendu 316 000 cartes de membres au Parti conservateur. Jean Charest? La politique, c'est un art, mais c'est aussi une science. Et la science, ça s'appelle « Savez-vous compter? » Donc, 316 000 sur 500 000 environ, c'est 63 % des cartes de membres de vendues. Ça veut dire que si tu as un ascendant sur les membres actuels, ce qui est le cas de Pierre Poilievre, absolument, et que tu vends 63 % des cartes, ça veut dire que Jean Charest n'en a pas vendu autant. Donc, Jean Charest, il est en train de mordre la poussière tellement que son ami Brian Mulroney, hier, a déclaré qu'il ne reconnaissait plus le Parti conservateur. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Bien, ils ont rêvé là, quand Jean Charest a pensé qu'il pouvait revenir chef de ce parti-là. Il a rêvé. Tu sais, on a reçu Faytine il y a quelques semaines à l'émission, puis Faytine a amené un point qui a... Tu étais déjà au courant, toi, de la statistique, mais pour moi, ça a été comme quelque chose de nouveau. Elle mentionnait qu'à l'intérieur d'une course à la chefferie, où qui va décider, ça va être qui le prochain chef ou le prochain premier ministre, le Parti libéral avait retenu, dans le Parti libéral eux-mêmes, 0,2 % des gens qui avaient voté pour mettre Justin Trudeau chef du Parti libéral du Canada. Ça veut dire que 0,2 % du parti ont voté pour l'avoir comme premier ministre.
La statistique, elle était la même avec Erin O'Toole. Apparemment, c'était 0,2% des conservateurs qui avaient mis Erin O'Toole chef du Parti conservateur du Canada. Si je suis la logique avec ce que tu es en train de te dire, à 63% de cartes vendues, s'il y a 0,2% des gens qui votent, vraisemblablement, Pierre Poilievre serait le prochain chef du Parti conservateur du Canada, étant donné qu'il y a un taux de participation de 0,2%. En fait, c'est une machine, il ne faut pas oublier que c'est privé, un parti politique. Là. Ouais. On s'est fait faire à croire que c'était une démocratie, premièrement, et que les partis étaient représentatifs. Tout ça est de la foutaise, on le voit maintenant. Mais depuis 2020, c'est encore plus contrôlé. C'est encore plus une business personnelle au point où on débarque les candidats qu'on ne veut pas. Mais on étant l'exécutif. Donc, c'est 15 personnes dans une salle, réunies avec les banquiers du parti, et ceux qui vont avoir des comptes à rendre avec les mondialistes, les Schwab de ce monde, ben, ils sont déjà, eux autres, infiltrés. Ils sont déjà en train de dire « Non, on ne veut pas de ce monde-là chez nous ». Mais on s'entend que Pierre Poilievre, c'est une machine à imprimer de l'argent parce qu'il a vendu 316 000 cartes à 15 $ la carte, puis le membership, plus le 300 000 $ qu'il a ramassé pour être candidat à la course à la chefferie. C'est pas lui. Ce que je veux dire, c'est que c'est le parti politique qui est une machine marketing, un peu comme les Canadiens de Montréal. C'est pas une équipe de hockey, c'est une équipe de marketing, là, soyons clairs. Ils vont chercher des joueurs comme on va chercher des candidats dans le parti politique. Et ça devient un poulain, c'est le cas de le dire. Donc, tu mises sur ton cheval. Et une fois qu'il est élu, ben, tu essaies de le faire gagner la course. C'est à peu près ça le principe. Mais l'idée, c'est que c'est le parti actuellement qui a créé cette course-là, cette fausse course-là, entre toi et moi. Et plus il y a de monde qui embarque, mieux c'est. Mais on ne veut pas ceux qui dérangent l'agenda. Donc, on exclut 2 pro-vie de facto. Et on a monté les enchères. Donc, on veut tellement d'argent qu'on a mis ça à 300 000 $ par tête de pipe. Et cet argent-là s'en va au parti politique. Donc, on comprend que c'est une machine à imprimer de l'argent elle-même. Est-ce que le 300 000 va au parti? Pierre Poilievre fait partie des favoris. C'est pas différent. Est-ce que le 300 000 va au parti ou il y a une partie qui reste... C'est 100 000 qui va au parti et 200 000 revient à la campagne de chaque candidat. Mais chaque candidat qui travaille pour le parti amène de l'eau au moulin. Là. Ça va de soi. Alors, tout ça pour dire que c'est un peu une partie jouée d'avance à plusieurs égards. Et on a vu plutôt les faiblesses de l'organisation par rapport à un positionnement chrétien où on dit, ben nous, on a des valeurs. Ben vos valeurs, là, on n'en veut pas dans notre parti politique. C'est ça, être un parti libéral. Alors, un Brian Mulroney qui dit qu'il ne retrouve pas le parti conservateur, progressiste conservateur, donc il voulait dire ultra-libéral, ben, ça prouve qu'il n'y a plus personne qui se reconnaît dans ça. Là. C'est une nouvelle entité. Ouais. Si on demandait à Preston Manning qui a fondé le parti Reform, qui était très chrétien, qui avait des bases très solides, des principes, ben aujourd'hui, il ne reconnaît pas le parti non plus. Là. C'est sûr que ça s'est en allé vers l'agenda mondialiste. Et avant même qu'on ait un chef dans ce parti-là, ben on sait que l'agenda va être encore du même côté, peu importe ce qui arrivera par la suite des choses. Je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche, Richard, puis mais c'était assez intéressant. Tu as marqué une note sur Patrick Brown dans tes notes. Quelque chose, hein? Ouais. Patrick Brown, c'est un organisateur hors pair. Et quand il s'est présenté à la chefferie, c'est le maire de Brampton. Brampton, c'est à peu près la ville la plus cosmopolite autour de Toronto. Alors, lui est très anti-loi 96 au Québec. Il voulait quasiment aller dans l'arène. Donc, lui, il veut jouer là-dessus. Essayer de raviver un peu les frustrations du Canada anglais par rapport au Québec. Enfin, on ne comprenne pas la situation. Là. C'est souvent le cas. Mais il est allé dire la semaine passée, si Pierre Poilievre est le chef, je m'en vais. Ça veut dire que si tu es l'assistant capitaine ou tu n'es pas le capitaine de l'équipe, ben, tu t'en vas de l'équipe. Là. Moi, là, c'est moi, le chef, où je m'en vais. Imagine-toi d'aller dire ça en pleine campagne. Il n'a pas dit ça pour rien. C'est parce que ça va très mal. Hein? C'est fini, là, la vente de cartes. Là. Ouais, et faire une campagne à la chefferie, tout le monde pense « Ah, ils vont nous expliquer leur programme. » Non. Ils vendent des cartes. C'est celui qui a le plus de cartes vendues qui gagne. Jean Chrétien avait 500 cartes par comté. Fait que quand il est arrivé avec ses 500 cartes, là, ben, il a dit à tous les exécutifs, toi, t'es dehors, toi, t'es dehors, toi, t'es dehors. C'était Paul Martin, ben là, maintenant, ça va être moi. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Paul Martin, mais peu importe l'ancien groupe qui dirigeait. Moi, j'arrive et je mets mon monde en place. Et une fois que tu contrôles les exécutifs de chaque parti, dans chaque comté,
Là, tu contrôles l'agenda politique et là, tout se suit. Là. C'est comme une structure pyramidale. Ah, c'est ce que je m'en allais dire, du marketing de réseau. Bien, exactement. Le marketing de réseau, c'est une belle façon de dire que c'est une structure pyramidale. Donc, celui qui contrôle a tout le pouvoir. Puis toi, quand tu penses que tu embarques, tu es de la chair à canon, en fait. Alors, la campagne à la chefferie actuelle, c'est juste pour vendre les cartes. Là, les ventes sont terminées. Ben, on a eu deux belles... Les ventes sont nos belles sorties sont claires. C'est parce que tu as déjà des membres qu'il faut que tu convainques. Mais si tu as déjà été vendre plus de cartes, ceux qui sont dans le parti vont dire, bon, avec qui je vais être? Avec celui qui va être premier ministre ou celui qui ne le sera pas? Et là, le choix est assez évident. Et là, tu as des gens, des choix déchirants pour les députés du Québec. Il y en a un qui a changé de camp, qui était avec Patrick Brown, qui est allé avec Pierre Poilievre. Et les autres se positionnent plus ou moins. Donc, ils attendent de voir qui va être le chef. Mais quand tu es le chef, tu sais qui s'est positionné le premier. Donc, le premier au Québec qui s'est positionné pour Pierre Poilievre, le seul, il s'est fait bouder pour le reste du caucus. Et aujourd'hui, c'est lui le king. Ça va être lui le lieutenant, etc. Tu comprends? Il y a comme une définition qui est déjà dans les cartons. Mais Patrick Brown est tellement un organisateur de terrain dangereux que quand il s'est présenté, je me suis dit peut-être que les pierres tombales vont se remettre à acheter des cartes de membres. Parce que c'est des vieilles techniques politiques, ça, où on faisait voter les gens. On allait prendre la liste de noms dans le cimetière, puis on faisait voter. Aujourd'hui, c'est plus difficile, mais il est prêt à tout, lui, pour vendre, pour devenir le chef. Alors, on voit que s'il est déçu, puis qu'il voit que Pierre Poilievre a une avance insurmontable, il est en train de le dire. On est à 3 mois du scrutin. D'habitude, là, ça se passe dans la dernière semaine, ce genre de déclaration-là. Et tu as Jean Charest qui pleure actuellement. Il dit « Je ne crois pas qu'il a vendu autant de cartes. » Écoute, c'est factuel. Si tu es au parti, là, il n'a vendu 316 000 ou il n'a pas vendu, mais tu ne peux pas dire je conteste ses chiffres. T'sais. On le sait que les dés sont pipés d'avance. Mais juste pour le jeu, j'ai une question à te poser. Est-ce que ça pourrait arriver que dans les 300... C'est sûr que ça n'arrivera pas au complet, mais que dans les 316 000 cartes qui ont été vendues par Pierre Poilievre, qu'il y en a un certain pourcentage qui disent finalement on ne l'aime pas vraiment, puis on aime mieux un gars ou une femme comme Leslie Lewis ou un gars comme Pat Brown ou peu importe. Ce qui arrive, c'est pas on aime mieux, c'est qui va se péter la gueule. Il faut toujours être en négatif. On nous vend le positif. Hein? Votre parole a un poids politique. Vous votez stratégique. Vous faites le champ. C'est de la bouillie pour les chats, là. On travaille plutôt sur le négatif. Hein, on essaie de voir, OK, si je fais telle déclaration, est-ce que j'élimine telle clientèle? Si oui, bon, ben, je le fais. Et là, tu dis, pourquoi il est allé dire ça? Ben, c'est pour éliminer ce groupe-là. Donc, tu y vas de façon négative. C'est beaucoup plus efficace. Hein? Quand on fait des journaux, on fait des mauvaises nouvelles pour vendre le journal. Tout le monde dit, si c'était des bonnes nouvelles, il n'y a personne qui lirait le journal. Donc, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est si Poilievre, il y a un scandale. Okay? Imagine-toi le pire là, qui peut arriver à quelqu'un dans une campagne qui sort publiquement. Là, il pourrait tout perdre. Fait que même si tu as vendu 316 000 cartes, si tu as un scandale qui te rattrape, puis ton électorat t'abandonne, c'est terminé. Mais que les gens disent, bon, ben j'ai trouvé que Pierre était solide, j'ai acheté une carte où j'étais membre, mais j'étais déjà de son bord, et que je vais aller voir les autres, t'en as un peu, mais ça ne sera jamais un mouvement de masse important. Je comprends. Fait que si on reste un petit peu dans la politique pour finir un peu notre chat de la semaine passée, on a eu quelques commentaires par rapport à la démocratie directe, mais ça n'a pas, ça n'a pas rué d'un brancard, comme on pourrait dire. Peut-être parce que, justement, en ayant écouté Jean-Charles Cléroux, ben, ils ont montré un peu leur faiblesse de ce côté-là. Mais ce n'est pas la faiblesse de Jean-Charles ou des gens derrière lui ou de Jonathan et compagnie. C'est plutôt de dire, à partir du moment où vous annoncez la démocratie directe, ce n'est pas banal, vous êtes en train de dire que le pouvoir est redonné à la population. Bien, bonne chance entre la réalisation. Et il a été obligé d'avouer que les premières fois qu'il va se faire élire, ça va être une représentation standard dans un système britannique, politique britannique comme on a, que tous les autres partis ont. Et d'ailleurs, on l'a vécu un peu avec la CAQ et d'autres partis aussi dans le passé. En campagne, ils annoncent qu'ils vont changer le mode de scrutin pour être plus représentatif, plus près de la majorité des gens, etc. Et il n'y en a aucun qui le fait une fois rendu au pouvoir. Parce que c'est sûr que ce système-là est fait pour protéger
le pouvoir de décision du gouvernement. Donc, une fois élu, vous vous apercevez que vous avez un poids décisionnel gigantesque. Et c'est très difficile de dire, on va aller ouvrir ça à tout vent, quitte à perdre le pouvoir. Et je peux te dire une chose, les députés, ils ne veulent pas non plus que tu viennes remettre en question leur confort. Mais tu sais, en même temps, quand on a reçu Jean-Charles Cléroux, forcé d'admettre que il y a la tête d'un politicien quand même. C'est comme quelqu'un qui disait la semaine passée, tu devrais être un député de démocratie directe. C'est pas de même, ça marche. Non, c'est sûr. On peut avoir le talent, puis il s'exprime bien. Oui, d'ailleurs. c'est ce que je veux dire. Il a une belle personnalité, il s'exprime bien, il a l'étoffe d'un... Quand il est venu, c'était l'idée, c'était de dire, parfait, tu t'exprimes bien, viens le faire ici. Il y en a qui ne sont pas présentables, si on peut dire. Mais dans le contexte où il s'exprime bien, oui, avant 2020, ce serait un bon candidat pour être député. Oui. Tu comprends? Oui. Mais ceci dit, savez-vous dans quoi vous embarquez? C'est sûr. Je parle pas du parti, moi je parle de l'individu. Je comprends. Mais il y a la personnalité pour le faire. Depuis 2020, il n'y a plus de partis politiques fonctionnels. Tout le monde est contrôlé malgré eux. Vous allez le voir avec Éric Duhem. Là. Il est tout feu, tout flamme, puis il est contre l'identifiant numérique, puis il le dit un petit peu sur le bout des lèvres. Là. On voit qu'il n'est pas très à l'aise dans ces décisions-là. Mais il voit bien que sa clientèle est à ce niveau-là. Et les gens boivent le Kool-Aid. Les gens qui nous écoutent, qui sont contre les mesures sanitaires, ils pensent qu'Éric Duhem va y sauver. Ça n'arrivera pas. Pas plus que Trump a pu le faire. Il y a un agenda majeur. Pour que ça arrive, il faut que les gens se lèvent. Oui. Peu importe qui va être au pouvoir, si c'était la CAQ au pouvoir et que la population du Québec se levait, Legault, il ferait ce qu'on dit ou bien il débarquerait. Puis on en mettrait un ou une qui soit dans notre agenda. Donc, c'est la population de se lever et la population ne se lève pas. Parce qu'ils croient au narratif. Parce qu'ils sont embarqués là-dedans. Puis c'est facile de dire, écoute, j'ai pas eu le choix d'être injecté. Puis on ne blâme pas personne. Faut que tu perdes ton emploi, tu perdes ta maison, tu perdes ta famille. C'est pas banal, là, les coûts associés à « je prends une décision de résister ». Mais quand tu résistes, il faut que tu aies un plan à long terme, et c'est ça qu'on essaie un peu de présenter. Et il n'y a aucun des partis politiques, pas plus Éric Duhem que les autres, pas plus que Pierre Poilievre. J'ai dit à Daniel Brisson, qui est au Parti populaire, je dis, écoute, Daniel, parce qu'il voulait qu'on participe à leur visite de Maxime au Québec. Il n'y a plus grand-chose à nous dire, Maxime, on le connaît très bien, bien sympathique. Mais je dis, votre parti n'existera plus à la prochaine élection. Parce que Maxime, c'est un populisme, en fait, qui est un libertarien. Et Pierre Poilievre, c'est un libertarien qui est dans un parti plutôt libéral. Donc, il va vous fermer, là. Une fois chef. Lui, il y a 80 députés derrière lui. Toi, tu n'es nulle part. Tu n'es même pas élu. Regarde l'ampleur c'est l'Himalaya que tu veux monter en gougoune. Ça n'a pas de bon sens. Stratégiquement, est-ce que si tu étais dans les souliers de Maxime Bernier, tu ferais une fusion avec le Parti conservateur du Canada? Non, je mettrais mon CV à date. Maxime, il a fait le tour. T'es dur avec Max. C'est pareil comme Jean Charest. Jean Charest qui veut être premier ministre. Écoute, Jean, t'es mort. tu t'es écroulé avec la commission Charbonneau, là. Oui, tu as été blanchi parce que le système est contrôlé. Ouais. Mais Jean Charest n'avait aucun avenir en politique. Là. C'est terminé. Et à l'âge qu'il est, c'est terminé. Alors, c'est pour ça que Brian pleurait avec lui hier. Là. Hélène Laurent nous disait que démocratie directe, il faut être réaliste, c'est embryonnaire. C'est ça l'affaire. C'est que si c'est embryonnaire, c'est parce que il faut que tu bâtisses tout. Et la génération spontanée, ça existe dans certaines occasions, mais pas dans la politique. Ça prend des années, des décennies pour monter une structure. La CAQ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vampirisé l'ADQ. Elle a vu que l'ADQ est en train de mourir, donc a volé le fonds de commerce. Et ça veut dire une organisation dans chaque comté du Québec avec des bénévoles puis tout le reste. Là. C'est pour ça que c'est allé assez vite pour prendre le pouvoir. C'est la même chose un peu qu'Éric Duhem fait. Lui, Éric était l'organisateur de l'ADQ, donc il y a des ramifications dans certains comtés. Éric Duhem et le Parti conservateur ne peuvent pas penser prendre 90 comtés, là, c'est impossible. Tu leur en donnes combien? Mais ils vont se concentrer dans Québec et dans la Beauce. On l'a vu en Beauce en fin de semaine. Ouais. Et c'est des fiefs de gens autonomes qui n'embarquent pas dans le narratif. Puis je dis Québec, mais il y a une marge à Québec, là, c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble de Québec là, qui est comme ça.
C'est assez phénoménal, le Québec. Hein? Tu as beaucoup d'anglophones, de souches là-bas. Donc, il y a beaucoup de ramifications, mais dans certains comtés, tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu grâce à ce que Radio X a fait depuis 20 ans. Ben, c'était ça que je me l'ai posé comme question. Qu'est-ce qui fait que Québec a des allégeances un peu plus conservatrices là que le restant du Québec? En fait, c'est que Radio X s'est formé par son fondateur, que j'ai connu, moi, au début d'Harper. On remonte à 2003. Jeff Fillion. Pas Jeff Fillion. Jeff Fillion, c'était la vedette, l'animateur, mais le fondateur de Radio X, c'est un gars qui est allé aux États-Unis, qui était libertarien, sans le savoir. À l'époque, les gens ne savaient pas trop ce qu'il était. Et il a dit, moi, j'aime ça, la radio parlée américaine, où il se tape sur la gueule, blablabla, puis il tient un discours qu'on pourrait associer aujourd'hui à Trump, par exemple. OK? Il y en a beaucoup aux États-Unis. Dans le Canada anglais aussi, mais au Québec, ça n'existait pas. Ouais. C'était TVA au mur à mur ici, là. Donc, il a lancé ça à Québec, qui était une radio marginale, et ça a pris avec les marginaux de la société. Donc, les jeunes, hein, c'était beaucoup plus tape ça à la gueule, très irrévérencieux, mais un libertarien, il n'y a aucune morale. Hein, c'est chacun pour soi, c'est la loi de la jungle au niveau moral, donc ça plaît aux jeunes qui veulent sacrer, etc. Mais ça a dégénéré, c'est une radio qui a dégénéré. Ils sont allés très loin à plusieurs égards, il y a eu beaucoup de poursuites et tout le reste. Jeff Fillion en a fait les frais. Puis Jeff Fillion, c'est un minot dégriffé là, comparé à ce qu'il était avant. Ben, ce que ça pourrait être. Mais ce qui était avant, c'était « Ah, il y a CRTC, je ne savais pas. » Tu sais, le CRTC, c'est un organe de contrôle de l'information. Ouais. Et dès que tu as une antenne de radio, il ne faut pas oublier d'avoir une adresse de radio, un numéro, bien, ça te permet d'imprimer de l'argent, carrément. Et il faut comprendre que c'était un privilège d'avoir un numéro de radio et de pouvoir vendre la publicité. Sauf que quand Radio X a débuté, bien, tout le monde disait qu'ils ne pourront pas vendre de publicité, ils sont trop polarisants, etc. Coucou, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu pendant des décennies. Et moi, j'ai travaillé au début de Radio X Montréal. Et là, j'ai vu que c'était rendu libéral à 100%. Le propriétaire fondateur avait vendu. Il était devenu directeur des programmes, mais ne s'occupait pas de Montréal. Puis là, c'était les actionnaires qui menaient. Donc, c'est devenu libéral à 100%. Donc, Éric Duhem a quitté à l'époque. Je l'ai remplacé. Et je voyais qu'il n'y avait aucune base pour bâtir à Montréal ce qu'ils ont fait à Québec, parce qu'on était rendu ailleurs. Et dans ce contexte-là, le libéralisme, ce que ça fait, c'est que ça te rend comme un marshmallow. C'est tellement au centre que tu ne te positionnes plus sur rien. En Québec, il se positionnait contre les gens à vélo l'hiver. Hein? Il les plantait. C'était pour l'automobile, c'était contre les verts, etc. En polarisant comme ça, ils ont créé une clientèle. Oui, il n'y avait pas peur de prendre des positions. Bien, tu as une masse critique et les annonceurs et tout le monde disaient non, vous ne pourrez pas survivre dans le milieu. CRTC a un peu dormi au gaz en les laissant aller. On a appelé ça la radio poubelle. Et ils sont devenus conformistes, pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, tu survives avec les poursuites et tout le reste. C'est pour ça qu'avec CJMS, ici, qui veut développer avec Dan Pilon et compagnie, ben, ils relèvent du CRTC, les autres, de facto. C'est clair. C'est pas parce que CGMS est à peu près inexistant dans le spectrum, sauf certains auditeurs fidèles, qui là va arriver avec de la polémique anti-narratif. Bien, le CRTC va frapper à la porte et tu as le projet de loi C11 qui s'en vient aussi. Oui. CGMS, c'est encore la bande AM, puis la bande AM est en voie de disparition. Oui, sauf que tu as quand même accès à écouter une plateforme. Ben oui, ça c'est sûr. Tu comprends? Si tu dis AM, c'est en voie de disparition, oui. C'est un peu marginal, mais YouTube aussi, quelque part, tu comprends? Non, tu as raison. Dans le contexte où tu passes de YouTube à CJMS, pour Dan Pilon, c'est un upgrade, c'est quelque chose. Écoute, on a accès à un autre marché. Oui, mais tu as un joueur qui s'appelle CRTC qui a déjà force de loi. Et tu penses que les Radio X et les radios 98.5 vont se laisser faire en disant, lui, viens nous déranger, puis il n'est pas régi? Mais c'est quand même louable que le propriétaire de CJMS ne rentre pas dans le narratif puis qu'il s'entoure de gens pour pouvoir pousser un autre narratif qui est contraire à celui du gouvernement. On l'encourage. On est content que Dan Pilon fasse ça. Il y a une clientèle et tout le reste. Mais oui. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est comme Éric Duhem. Je suis en train de vous donner un peu le côté négatif de la chose. Pas parce que je veux éteindre tout ce qui se fait comme initiative. C'est plutôt de dire, avant d'embarquer dans des affaires de même, réfléchissez aux conséquences. Et je pense qu'ils l'ont fait parce que c'est pas des nouveaux venus dans le milieu. Là. Non, c'est exactement.
DC Dupont qui nous disait Poilievre a dit qu'il rejetait l'identité numérique. Alors ça, c'est toujours intéressant. C'est que les gens disent ah ben là, Éric Duhem, il est contre le narratif. Non, il porte le masque, il est injecté. Tu comprends? Il faut faire attention à ce qu'on nous dit, premièrement, que les paroles s'envolent. Le libéralisme, là, c'est je vais vous dire n'importe quoi, puis une fois élu, je vais faire ce que je veux. C'est à peu près ça, là, si je résume. Legault nous l'a montré. Puis, mais le gros en a fait une grosse... Lapsus? Lapsus. Une grosse présentation en faisant carrément plus que l'inverse. C'est devenu un gouvernement totalitaire. Mais dans le cas de Poilievre, il joue la game. C'est-à-dire qu'il se promène en avion, donc il est injecté. Tu comprends? Il faut aller chercher un peu les faiblesses de ces candidats-là, pas parce que personnellement, ils ont fait des actions. C'est plutôt de dire, ils représentent un agenda politique. Bien, êtes-vous bien convaincu qu'ils représentent le bon? Alors, quand il dit qu'il est contre, il va rejeter l'identité numérique. Duhem dit la même chose. Si vous basez votre confiance là-dessus, c'est fragile. OK? Donc, les faits doivent parler. Maxime Bernier, il n'y a pas beaucoup d'avenir politique, mais au moins, il a eu la cohérence de faire ce qu'il a dit et de dire ce qu'il faisait. Il est allé jusqu'à se faire arrêter dans une province pendant sa campagne à l'époque, électorale. Oui. Donc, il était cohérent. Mais regardons où est-ce qu'il est dans le spectrum politique. Il n'existe pas. Parce que quand les gens vont venir pour voter, comme ils ont fait dans l'élection, où il était à peu près à 22 % dans les intentions de vote, bien, ça a fini à 7,8 %. Qui était quand même une majoration par rapport aux élections précédentes. Ce qui est énorme. Il est où ton député? Tu ne peux pas arriver et dire « je suis un parti politique » si tu n'es pas en chambre pour débattre et puis profiter de tous les services qui sont offerts. Éric Duhem a été très habile en allant chercher Claire Sanson, une députée d'arrière-ban, problème de santé majeur, incohérente. C'était pas le joyau des députés, là. Frustrée à la CAQ de ne pas avoir été ministre, parce qu'elle était là depuis le début, elle croyait que ça venait avec, comme les syndicats, là, avec le temps que tu es en poste. Et elle s'est faite éjecter pour différentes raisons. Et par frustration, elle est allée avec Éric Duhem. Elle n'est pas devenue conservatrice, là. Tu comprends? Donc, c'est certain que pour Éric Duhem, c'était un avantage significatif d'être en chambre, de pouvoir aller dans les commissions parlementaires, etc., d'avoir du personnel politique, ce que tu n'as pas lorsque tu n'as pas d'élu. Alors, Maxime Bernier, il dit c'est pire. C'est le Canada. C'est le Grand Canada. Tu n'as pas le droit de prendre l'avion parce que tu n'es pas injecté. Et tu vas faire campagne pour être premier ministre. Mais j'ai un blanc de mémoire. Rappelle-moi, parce que tu l'as suivi beaucoup plus que moi. Derek Stone s'était présenté dans l'Ouest canadien pour avoir une chance de peut-être maximiser... Ben, il s'est fait jouer un tour par Élections Canada qui n'a pas reconnu son parti canadien. Hein? Il lançait un parti canadien pour l'élection. Mais si le joueur principal, l'arbitre, hein, c'est l'État profond. L'État profond contrôle si tu acceptes comme joueur, ben ils disent non. Il a été obligé, s'il voulait être dans la campagne électorale, de se présenter dans un comté. Alors, de dire, je vais bâtir un parti à l'échelle du Canada, bien, si je me présente dans l'Ouest canadien, là où le terreau conservateur est plus fort, ben, c'est louable. Mais de là à aller chercher les votes des conservateurs, bonne chance. Mais Max Bernier ne s'était pas présenté dans l'Ouest canadien. Il avait gardé son siège en Beauce. En fait, il s'est représenté dans son comté. Ça, c'était une erreur stratégique, selon moi, parce que déjà, la Beauce ne peut plus le sentir à cause des erreurs avec les agriculteurs. La première erreur, ça a été de combattre les agriculteurs avec la gestion de l'offre, lorsqu'il était député élu, et de penser qu'ils vont te réélire. C'est ça, boire le Kool-Aid, là. Même si les agriculteurs sont libertariens, ce qui n'est pas le cas, là, ils vivent dans un système communiste qui s'appelle la gestion de l'offre. Est-ce que c'est payant pour eux? Oui. Est-ce que c'est avantageux pour le Québec? Probablement. Est-ce que c'est un système libertarien? Non. Libertarien, ça veut dire que c'est le free for all puis que le meilleur gagne. Ben, quand tu joues avec l'alimentation, c'est pas pareil comme jouer avec des biens et services de luxe, là. Tu es en train de jouer avec quelque chose de fondamental, les terres agricoles, etc. Donc, ils ne pouvaient pas rejeter la gestion de l'offre du revers de la main. Les conservateurs ont été beaucoup plus prudents par rapport à ça. Et d'espérer que tous tes électeurs de ton comté vont te suivre, quand 70 % c'est des agriculteurs. Donc, l'erreur stratégique pour lui, c'est de ne pas vouloir être réélu
comme député et de prétendre être un chef de parti. Ça a été dramatique. Et après, a suivi quoi? La fausse pandémie qui lui a donné une opportunité. Mais ça lui a pris du temps parce que lui, au printemps 2020, il voulait se faire vacciner pour pouvoir voyager. Ça, je le cite, là, au mois de mai 2020. Bien, si je suis obligé d'être injecté pour voyager par avion, je vais le faire. Rendu en octobre, il a compris que s'il faisait ça, il perdait toute sa base. Sa nouvelle base. Mais sa nouvelle base, qui est un peu frustrée beaucoup, quand elle vient pour voter, elle dit, bon, ben je vote-tu pour quelqu'un qui n'a pas de chance d'être le gouvernement ou je reste dans mon parti conservateur. Et c'est ce que Derek Sloan a connu aussi, c'est-à-dire que les conservateurs du comté, les plus frustrés sont allés avec Maxime. Ouais. Et les autres sont restés avec le député conservateur, qui est encore député en Chambre, qui est c'est un rond de cuir. J'ai jamais rien fait de sa vie, puis il n'y a aucun leadership. Mais les gens n'ont pas voté pour le candidat, ont voté pour le parti. Et le parti d'opposition, contrairement à Maxime, qui est nulle part, et opposition dit peut-être le gouvernement éventuellement. On va passer à la pause, puis on va revenir pour le prochain segment. Ça va vite, hein? Ça va vite. Vous avez perdu confiance en nos gouvernements? Vous partagez les principes conservateurs traditionnels? Vous vous demandez pour qui voter? UnionConservatrice.ca représente une réponse politique au-dessus de la partisanerie. Il est temps de s'unir pour défendre nos valeurs nationales. Adhérez à UnionConservatrice.ca afin d'agir efficacement tous ensemble pour le bien commun dans le respect de nos droits. UnionConservatrice.ca. On regardait le chat un peu pendant la pause, toujours pratique pour ça. Puis on avait un commentaire en disant que CGMS ou la bande AM, peut-être, a plus de codes d'écoute que Théovox ou Vérité Choc. Que Vérité Choc et que YouTube. La réponse, c'est oui, là, probablement, certains créneaux. Tu sais, ils ont des émissions western, je pense. Il y avait beaucoup de choses un peu hétéroclites là-dedans. Jeff Plante était animateur là-bas. On s'est côtoyés. Moi, pour comprendre une chose, c'est qu'au niveau des libertariens, c'est un peu notre... on est comme cousins, politiquement. Tu comprends? Ils veulent tous être au pouvoir, ils ne le seront jamais. Mais le Parti conservateur est ce qu'il y a de plus près pour eux. Et quand ils l'infiltrent, comme Éric Duhem fait ou Maxime Bernier, ben, ça devient un parti libertarien qui régresse automatiquement. Il y a comme une espèce d'effet négatif. Parce qu'un libertarien, moralement, n'a aucune balise. Il est juste pour la libre entreprise, pour la liberté de chacun. Donc, les gens qui crient liberté, là, puis qui veulent tout détruire parce qu'ils sont quasi anarchistes, sont très à l'aise avec des libertariens. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, pour me protéger des libertariens? Ben, je dis que je suis contre l'avortement. Automatiquement, c'est comme si tu leur présentes un crucifix, ils s'en vont en courant puis en criant. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils vont dire, les plus habiles, comme Maxime Bernier, va dire non, on n'a rien contre. Ben, c'est la bouillie pour les chats, là, ils sont contre. Parce qu'ils ne veulent pas aucune restriction. Et l'avortement, ce qui est génial, c'est que le financement, ça va à l'encontre de la règle numéro 1 des libertariens. Et ils n'arrivent même pas à mettre la règle numéro 1 en place. Donc, eux-mêmes sont pris au piège de leur propre incohérence politique. Éric Duhem, il est beaucoup plus libéral que libertarien dans ses actions. On le voit, là, on voit une couleuvre se promener comme ça. Quelqu'un qui est droit, absolument, il marche en ligne droite, mais quelqu'un qui tergiverse comme ça, ben dites-vous que la suite risque d'être selon son agenda et non pas le vôtre, parce que vous ne savez pas trop où est-ce qu'il s'en va. Catherine Lapointe qui nous dit qu'Éric Duhem est frileux quand il entend Klaus Schwab. Donc, il y a des gens qui sont très à l'écoute de ces sensibilités-là, et c'est la bonne chose à faire. Donc, il faut que les gens maintenant se positionnent par rapport à Klaus Schwab. Notre ami Pierre Poilievre est obligé de dire qu'il est contre Davos, etc. Son président de campagne à la chefferie est un young leader ou l'équivalent de... On voit des grosses photos avec le Forum économique de Davos, mais lui, il est contre. Ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez lu le mode d'emploi, le petit caractère. Mauvaise nouvelle pour vous autres. Il va être le chef parce qu'il est mondialiste, déjà, là, de facto. Éric Duhem, ben, il a eu le vent d'un voile en se positionnant contre les mesures, mais il n'est jamais contre les mesures. Il est toujours en train de dire, ça, c'est exagéré, ça c'est trop.
Ça, il faut diminuer ça. Je suis contre l'identifiant numérique. Il n'est pas juste frileux, Éric, sur Klaus Schwab. C'est plus facile de démoniser Klaus Schwab. Mais quand tu arrives et que tes positions ne sont pas claires par rapport à des enjeux qui vous touchent de façon fondamentale, c'est pour ça que je prends l'avortement comme un baromètre. Alors, si pour vous autres, c'est l'économie, puis vous trouvez que Davos, c'est un désastre, ou c'est la démocratie, puis Davos, c'est un désastre, bon, ben servez-vous de ça comme baromètre par rapport à vos choix politiques personnels. Et là, c'est une personne sur 3 millions de voteurs. Là. C'est jamais... Vous n'êtes jamais en train de renverser le gouvernement parce que vous décidez de prendre position. Isabelle Charpentier qui nous dit « Quel serait l'impact si plus de 50% des gens annulaient leur vote? » Intéressant, ça revient assez souvent parce que quand je parle d'annuler le vote, les gens déchirent leur chemise d'habitude, mais à un moment donné, ils ont froid puis ils remettent leur chemise et ils disent « Ouais, mais là, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais si tout le monde se levait puis annulait, ben oui, mais c'est ça le principe. » Le problème, c'est que les gens ne se lèvent pas en masse. Pour faire bouger une masse critique de plusieurs millions de personnes, il faut qu'il arrive quelque chose de dramatique. Et ce qu'on vit est dramatique, sauf que les gens embarquent dedans parce qu'ils sont pris au piège. Hein? C'est dur de dire je suis contre le narratif, mais je suis double injecté. C'est dur à faire. Ou je suis contre le narratif, mais ma paye vient du fédéral. Et ma pension. Et ma pension, etc., etc. J'ai perdu mon emploi sans solde, employés fédéraux. Il y a tellement d'exemples où on comprend que ce soit arrivé, mais vous comprenez aussi que c'est dur d'avoir, ne serait-ce que 50 plus 1% des gens qui se lèvent. Ça, c'est d'une part un parti politique qui a des millions à son actif pour agir, avec l'appui des banquiers et avec l'appui des médias, va bouger 20% du vote. C'est 20% qui se promènent dans une élection. Et le taux de participation est important. On vient de voir l'élection en France. Il y a un taux de non-participation énorme. On parle de 40% de gens qui ne sont pas allés voter. Alors que là-bas, ils ont le vote blanc. Ils ont le droit, eux autres, de voter aucune de ces réponses. Donc, moi, j'essayais de développer ça ici, puis j'ai parlé dans le désert. Mais j'aimerais ça, moi, que sur le bulletin, ce soit écrit « aucune de ces réponses ». Donc, le vote blanc, c'est voter pour personne. Bien, le vote blanc en France, qui existe depuis plusieurs années, aurait dû aller chercher 40-50% de monde. Et ça aurait été, pour répondre à la question d'Isabelle, est-ce que ça donnerait un message? Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 1,5% de gens qui ont voté blanc. Seulement. C'est quelque chose, hein? Ça veut dire que tu n'as pas mobilisé les gens. Puis quand tu as 40% de gens qui ne vont pas voter, ben le gouvernement dit c'est pas des gens représentatifs. Parce que s'ils ne se déplacent pas pour aller voter, c'est qu'ils refusent de participer. Et nous, on est majoritaires dans ceux qui participent. Vas-tu la faire? Et c'est là que les jeux politiques de marketing font que tu vas mobiliser des clientèles qui vont venir voter pour toi et que tu vas démolir un peu les politiques qui plairaient à ceux qui sont démotivés. Donc, tout le narratif mondialiste qu'on a actuellement, qui écœure les gens au plus haut point, qui fait dire, et on le voit beaucoup dans les réseaux sociaux, je ne vote plus, je suis décroché du système politique, bien, ils ont gagné. Ils vous ont exclu du système. Fait qu'il faut se rendre voter sur place, puis il faut voter blanc, ou dans notre cas, nous, c'est annuler. Parce qu'annuler, c'est une action. Ne pas y aller, c'est se sortir du système. Une omission. Ben, c'est carrément dire je ne participe pas. Et si tu ne participes pas, tu peux être sûr qu'ils vont s'occuper ils vont s'arranger pour vous dire quoi faire. Ginette Richer qui dit rien ne pourra arrêter ce qui s'en vient, il contrôle tout. Donc, très, très allumé sur la réalité des choses. Il ne faut pas être. Il faut garder. Il faut pas trop avoir d'espoir à court terme, mais il faut garder l'espérance. Et ça, c'est un peu un mystère pour les non-croyants, c'est que notre victoire est déjà acquise. Mais elle est acquise peut-être au prix de notre vie. Tu sais, on pourrait, dans une guerre, par exemple, tu te fais tuer en allant à la guerre, bien, tu t'es battu pour quelque chose de supérieur. Et tu as perdu la vie, oui, mais tu es allé au bout de tes principes. Une conviction, oui, c'est ça. On peut-te dire qu'en 2022, un discours de même, ça ne rejoint pas grand monde? Non. Hein? Les jeunes qui veulent tout de suite, là, on voit ça dans les emplois, ils arrivent, et OK, je voudrais 2 semaines de vacances, let's go. Et là, tu
tu connais pas la réalité, là. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu l'avais vu, Richard, cette vidéo-là. À un moment donné, il y avait une vidéo qui roulait beaucoup sur YouTube. C'est un général, je pense, de l'armée américaine qui disait, si tu veux faire des choses grandes dans la vie, ça commence par faire ton lit le matin. Puis il donnait plein de petits événements comme ça, des petits éléments comme ça, pardonne-moi, qui faisaient en sorte que c'était la somme de ces petites choses-là qui t'amènent à être un grand homme ou à être une grande femme. Et si tu les négliges déjà en partant, écoute, c'était vraiment un speech hyper inspirant, qui aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ne sont pas là. Ben, on comprend que c'est un peu des enfants rois. On est nous-mêmes dans un confort historiquement inégalé, là. On est en guerre actuellement. Hein? Je suis obligé de le dire souvent. Je suis obligé de dire aux gens que le sourire, qu'on est en guerre, c'est une guerre spirituelle et matériellement, ben, on est assez confortable. C'est pas trop pire, tu comprends? À partir du moment où surtout là, ils sont en train de libéraliser les contraintes de débiles, ben, le monde se sent tellement libre. Et ça, c'est intéressant. Il y a des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui disait, écoutez, quand on vous... Ah non, c'est notre ami François Maléga qui disait ça, c'est intéressant. Il dit, j'ai été mis en prison, parce qu'il a fait 4 mois de prison hein, quand même. Ça, on l'oublie, là. Les gens s'en vont en prison, puis eux autres continuent à vivre quotidiennement le problème, et vous autres, vous passez à autre chose aussi. C'est ça la guerre. Et lui, il dit, à un moment donné, ils nous ont gardés en cellule pendant 2 jours complets, sans sortir, dans un 8 pieds par 6 pieds à 2. On nous apporte les repas et tout le reste. Mais quand on sort le lendemain à 11 h de l'après-midi, du matin, ben on ressent qu'on est libéré. Il dit, moi-même, qui est un fervent défenseur là, des droits et tout ça, il dit, moi-même, quand je suis sorti, je disais, hey, je suis libéré, il a fallu que je me convainque de dire, ben non, tu es encore en prison. Parce que, comparé à l'isolement dans sa cellule, d'être dans le milieu communautaire, c'était rafraîchissant. Et c'est un peu ce qu'on vit. C'est comme ça qu'on casse les gens, au sens où on les habitue à ne plus espérer plus que leur petit confinement. Et comment on fait ça? On t'enlève tout. Hein? On a été confinés la veille du jour de l'an. Tout le monde dit ça n'a aucun sens. Oui, ça a un sens. À 24 heures de préavis, quasiment. C'est le sens de vous casser. Ouais. Et ceux qui se lèvent debout contre ça, qui font des parties, ben, la police débarque, ça fait des manchettes, et ça dit à tout le monde, vous voyez bien, il ne faut pas le faire. Et ça crée une psychose généralisée. Hein? Les gens ont peur à peu près de tout. Ouais. Il y a un paquet de monde qui se promène encore avec des muselières. Là. Puis là, ils marchent vite, puis ils ne regardent plus personne, parce que là, ils sont isolés, ils sont tout seuls. Mais ils sont encore terrorisés, et on le voit. Mais tu vois, le commentaire que j'ai entendu très, très, très souvent, parce que ça fait 2 ans que les gens sont habitués à porter la muselière, c'est quand on va au restaurant ou qu'on rentre dans un magasin puis on rentre sans masque, on a l'impression qu'on est fautif ou il nous manque quelque chose. Ouais. Hey, c'est généralisé, ça. La plupart des gens qui rentrent quelque part se disent « Hey, c'est vrai, c'est enlevé maintenant ces mesures-là, on n'est plus obligé de rentrer avec ça. » C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'y allais pas. Okay? Ouais. Donc, quand j'arrive au supermarché, à chaque fois, j'ai cette même réaction-là que toi, parce que j'ai perdu pendant 2 ans l'habitude d'aller au supermarché. Fait que quand j'arrive au supermarché, je me dis, non, comment c'est ça que je peux rentrer là? Moi, c'est comme si je n'ai pas accès à cet endroit-là. Mais oui, c'est ça. Et là, j'y vais et je regarde naturellement les regards de tout le monde et je vais dire à des gens, surtout les employés, on est-tu bien pas de masque? Hein? Tout le monde est mal à l'aise parce qu'ils savent tous que c'est une question de mois avant que ça recommence. Tu comprends? Déjà ça, dans le subconscient, c'est rentré. C'est rentré. Quand on parle de nouvelle normalité, et là, ce que tu me dis, c'est que si tu rentres et que tu n'as pas ta muselière, ben tu es quasiment en train de dire qu'il me manque quelque chose. Oui, tu as l'impression de ne pas être habillé. Ben, je te dirais ça, c'est les commentaires que j'ai eus de plein de monde qui me disaient, écoute, quand j'arrive dans une épicerie, je me dis, c'est vrai, ça a tombé, je suis pas obligé de le mettre. Tu sais, c'est incroyable quand même. Hein? C'est incroyable. En terminant, Manon Labelle qui nous dit est-ce qu'on peut faire enlever nos noms sur les listes? Ça, c'est intéressant. Les listes électorales? Les listes électorales. En fait, c'est de dire je sors du système complètement. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire je ne suis pas dans les listes? Quand vous faites votre rapport d'impôt, ils vous demandent s'ils peuvent transférer l'information à Revenu Canada ou Revenu Québec. Élection Canada, Élection Québec. Alors, moi, je coche toujours non, parce que c'est quoi? C'est pas de vos affaires. Pourquoi vous voulez interrelier des bases de données? Parce qu'une liste électorale, pour qu'elle soit à jour, hein, les gens se déplacent beaucoup, là. Changement de téléphone, etc. C'est très dur de faire des suivis de listes d'électeurs. Donc, pour avoir des listes à jour le plus possible, ben, ils ont fait comme un deal avec Revenu Québec, Revenu Canada pour dire transfère-moi donc les nouvelles données que tu as, là, parce que tu vas avoir toutes les informations que tu veux avoir, surtout l'adresse téléphone.
Alors, quand tu dis non à ça, tu mets du sable dans l'engrenage, mais ça ne devrait même pas exister comme demande. Fait que pour revenir à ce que Manon Labelle dit, c'est se faire enlever des listes, c'est de ne pas s'enregistrer, carrément. Le recensement est devenu une loi obligatoire. Je ne sais pas si tu as répondu à ça. À l'époque d'Harper, on a changé la loi pour ce qu'on appelait le sondage, comment ça l'appelle? Le recensement long. Il y avait une version longue, une version courte. Ouais. OK? La courte était obligatoire, le long n'était pas obligatoire, et Harper a enlevé ça. Il a dit que c'était intrusif. Écoute, il t'a demandé quasiment ce que tu mangeais pour déjeuner. Mais eux autres, ils préparaient la matrice depuis des décennies, là. OK? Quand les libéraux sont revenus, sont non seulement revenus avec le recensement long, mais en plus, ils ont mis des soldats dans les rues pour aller le faire. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Et je m'en souviens. Ben oui. Alors moi, dès que ça rentre, ça, je mets ça à récupération. Et là, ils cherchent partout parce que là, ils veulent te cibler. Donc là, ils ont trouvé des petits Gestapo locaux là, qui étaient la 8e voisine, qui se mettaient un petit dossard identifiant, qui venait sonner 12 fois par jour parce qu'elle avait des quotas. Oui. On a trouvé ça dans votre bac à récupération, M. Descaries. Non, le nom n'était pas là. Puis là, je vous révèle des secrets. Là. C'est illégal de faire ça. Imagine-toi. C'est illégal de ne pas répondre. Il faut juste prendre notre respiration puis dire, écoutez, ils sont en train de nous embarquer. Ouais. Depuis 2020, là, vous voyez où ça s'en allait. Donc maintenant, j'espère que vous allez arrêter de collaborer. Donc, de ne pas être dans les listes, c'est déjà une façon de contester. L'identifiant numérique individuel, bionumérique individuel, il est fait pour venir nous chercher à tous égards. Ma question, c'est si on n'est plus dans les listes, si toi, tu n'es plus dans les listes, comme tu dis, parce que tu coches la case, non? C'est ça dans le recensement, mais au niveau électoral, je suis encore dans les listes. Okay, je suis volontaire d'aller voter. Oui, c'est ça. Pour moi, d'aller voter, c'est important. Tu réponds à ma question. Oui, parce que c'est sûr que s'ils essaient d'interrelier les listes, ben, on peut les bloquer, mais aller s'enregistrer dans chacune. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'objectif. C'est que dans le passé, chacun des ministères était étanche et tout le monde criait au meurtre dans la fonction publique en disant ben, ça serait bien plus simple qu'on s'enregistre une fois puis que tout est mis à jour. C'est quoi la conséquence? On voit la conséquence maintenant. Quand ils viennent sonner à votre porte et qu'ils disent vous n'avez pas le droit d'être là, ils savent tout de vous. Ils peuvent vous suivre sur votre cellulaire, voir si vous vous êtes déplacé dans une zone illégale, puis vous envoyer une contravention par la poste, comme j'ai eu des témoignages. Et c'est plus qu'intrusif, là. Là, c'est rendu qu'on atteint à ma liberté. Et là, il faut dire non à peu près à tout. C'est un discours politique que je fais, hein, en bout de ligne. Intéressant. Alors ça touche un peu la politique. Je voulais revenir un peu sur ce que les gens nous avaient dit par rapport à ça, parce que dans les dernières émissions, au début, c'était beaucoup Union fait la force, puis démocratie directe, puis pourquoi vous les invitez pas? Puis il y avait aussi Power Shift. Encore hier, je me suis fait achaler avec Power Shift. Je leur dis juste, arrêtez de pelleter des nuages. Vous n'avez même pas d'argumentaire. Vous dites, enregistre-toi là. Mais oui, mais t'es enregistré dans quoi? Pour aller où? C'est comme Romana, je ne sais pas quoi, la reine du Canada. Êtes-vous sain d'esprit pour embarquer dans ces choses-là? C'est pas parce qu'ils vous disent on va tout régler qu'ils vont tout régler. Mais je comprends qu'on a été tellement conditionnés avec les partis politiques, parce qu'Éric Duhem dit à peu près la même chose. Avec moi, tout va changer. Je vais débarquer la CAQ. Puis le monde dit ben oui, il va débarquer Legault le 3 octobre. Êtes-vous sérieux? Donc, la réponse, c'est toujours elle est où votre armée? En ce sens, c'est quoi votre rapport de force? Quelles sont vos munitions? Alors, Éric Duhem, avec le pourcentage de population qu'il est allé chercher, puis on lui donne le crédit, là, il est rentré dans la ligue des grands dans les partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas manipulé, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas l'opposition manipulée, comme les libéraux et comme le Parti québécois et le Parti Québec solidaire. C'est sûr. Donc, il y a une marge entre les deux, parce que si votre objectif, c'est de débarquer les totalitaires au pouvoir, bien là, c'est même pas Legault-Trudeau, c'est carrément tous les partis politiques. Et si vous dites, bien, un parti marginal, aussi fou que Power Shift ou Romana, ou plus crédible comme Démocratie directe au niveau de leur capacité d'avoir un discours un peu cohérent, mais ils n'ont aucune chance de faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas de capacité de masse critique, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de base dans tous les comtés du Québec. Et pendant ce temps-là, les autres partis occupent le terrain, là. Tu souris à cause des commentaires? Oui, parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit « Inviter Tiger ».
Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? On l'a dit ici à l'émission. Et Union fait la force, ça s'est détruit, auto-détruit. Démocratie directe, ça ne s'est pas auto-détruit en termes de crédibilité, mais ça s'est auto-détruit en termes de capacité. Et c'est Jean-Charles lui-même qui est venu nous le dire. Ouais. Alors, tirez vos conclusions par rapport à ça. Notre travail, nous, c'était de mettre la vérité sur la table. On l'a fait. Absolument. Peut-être pour la suite, juste un petit retour rapide, parce que j'aime bien ça taquiner les gens là-dessus. C'est Non. il y a eu quelques commentaires sur Leslie Lewis, puis je trouve ça intéressant. Confiez pas avec Leslie. Non, on peut juste en parler un petit peu, juste pour... parce que c'est cute. Man, j'ai le goût de m'ouvrir les veines à chaque fois. Il y a Marie Normand. Ben non, mais c'est nos auditeurs, ils en parlent. Non, je comprends, mais c'est parce qu'à 3 semaines, on parle de Leslie Lewis, ça fait 3 semaines. On parle de Pro-V tout le temps. Tout le monde dit que je suis fatigant avec ça, mais ça, c'est... Il y a des raisons derrière ça. Alors, Marie Normand nous dit, tu peux être Pro-V, mais ne pas l'imposer à toute la société. C'est dire une chose et son contraire. On se convainc nous-mêmes. Marie, il faut juste relire la phrase. Là. C'est pas quelque chose que tu as dit, puis c'est pas ça que je voulais dire. Tu l'as écrit. Là. Donc, écoute, là, tu peux être Pro-V puis pas l'imposer à tout le monde. OK. Moi, je suis contre le meurtre. Je suis pour le meurtre, mais de certaines personnes. Juste des méchants. Mais je veux pas l'imposer à tout le monde. Tu fais quoi avec moi? Tu sais, si je dis ça, là, puis c'est vrai, là. Tu comprends? Quelqu'un va dire qu'il veut assassiner le chef, ben, il va avoir la police à la porte dans une demi-heure. Il y a des raisons derrière ça. Donc, ceux qui pensent que le libéralisme, là, c'est le bonheur, ben, vous êtes complètement incohérents. Ça, c'est du libéralisme pur. OK? Moi, là, ce que je veux, ben, c'est moi. Mais toi, ça peut être autre chose. Tu peux faire ce que tu veux. Puis on voit la dégénérescence morale de notre société. Là, c'est rendu dans l'éducation et dans tout le reste. Vous pensez qu'eux autres, les gens de gauche, woke et extrêmes, ils ne sont pas rentrés dans les institutions puis ils n'ont pas tout changé ça de A à Z? La job est faite. Là, on est rendu avec la fin de tout ça. Alors, désolé pour ça. Les mondialistes dirigent déjà la planète. Donc, c'est intéressant. Brigitte Benoît qui le mentionne. Donc, attention, là, si on dit que l'ennemi... c'est le mondialisme et qui a embarqué les pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, name it, et que toi, tu dis, ben il y a quelqu'un ici, au Québec, au Canada, avec pas une scène, qui va nous régler ça. Oui, monsieur. Fait qu'essayez un petit peu de doser votre espoir, parce que l'espérance, c'est réglé. L'espoir, si vous ne voulez pas détruire votre espoir, comme ceux qui pensaient qu'Éric Duhaime gagnerait Longueuil, ben, il y en a beaucoup le lendemain qui étaient moins fanfarons. On le voit sur les réseaux sociaux. Hein? Ils me plantent, puis là, le lendemain, ils sont comme absents. C'est correct. Tu es gêné un peu de dire « j'ai cru ». Oui, mais si tu crois à ces choses-là puis ça n'arrive pas, les conséquences sont dramatiques. Maxime Bernier, il entraîne beaucoup de monde au Canada depuis longtemps. Mais quand il va faire la prochaine campagne électorale, il va se déplacer en auto. Le Canada, c'est grand. Là. Alors, quand tu entraînes beaucoup de monde, puis que dans l'Ouest, ils vont dire, il ne vient pas souvent, mais il ne peut pas. Et pourquoi? Bien parce que l'enjeu du mondialisme qui nous a été imposé de façon impérative, il est nettement supérieur à nos enjeux politiques traditionnels d'avant 2020. Maxime, il fait de la politique comme avant 2020, puis il espère gagner. Ça n'arrivera pas. T'as un cheval puis une voiture pour te battre contre des gens qui contrôlent la technologie, qui ont des dizaines de millions, sinon des centaines. C'est sûr. Ça n'arrivera pas, là, c'est impossible. Fait qu'il faut doser un peu nos espoirs. Denis Lavoie qui dit « Leslie Lewis est chrétienne et elle veut aller dans l'arène avec les loups, alors je vais l'appuyer. » Ça, c'est beaucoup le discours qu'on entend. Il y a un côté où tu dis « Je suis réaliste dans ce que je fais. » Donc, pour moi, elle dit qu'elle est chrétienne, ça me suffit. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut être chrétien puis pas être pro-vie? La réponse, c'est non. Elle a dit elle est pro-vie. OK? Faut que tu le démontres comme chef. Il y a comme des étapes à chacune des assertions, mais ça ne t'empêche pas d'aller voter pour elle puis l'appuyer en disant ben au moins elle est en place puis elle dit ce que personne n'ose dire. Oui. Si ça, c'est ton niveau qui te permet de te mobiliser, ben go for it, il n'y a pas de problème. Et moi, je pense que c'est même. Encore là, tu sais. Moi, je pense qu'on a un devoir en tant que citoyen, en tant que chrétien, puis c'est d'aller voter. Puis si pour... Là, ça, c'est un parti politique, c'est différent. Ouais. C'est un leadership. Donc, ce que nous dit Danny, c'est je vais aller l'appuyer. En tout cas, j'espère qu'il est membre du parti. Là. Sinon, il parle pour rien dire. C'est une femme, Danny. Ah, excuse-moi. C'est pas évident. Ah, aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas dire ça. Tout ça pour dire que si Leslie
pour lui, c'est important de l'appuyer, puis qu'il pense, en n'étant pas membre, qu'il peut l'appuyer, bien, ça n'arrivera pas. Mais s'il est déjà membre, puis il l'appuie, oui, mais il appuie une chef qui, dans les faits, ne s'engage pas à être pro-vie. Donc, est-ce que tu travailles dans la bonne direction? La réponse est non. Et l'autre aspect, c'est qu'elle ne dit rien contre ceux qui ont été éjectés. Ça, c'est quelque chose, là. Moi, je suis candidate, mais les autres ne le sont pas, puis ça ne me dérange pas, ça ne marche pas. Tu comprends? Fait qu'il faut faire attention à la hiérarchie de nos assertions, mais on peut décider que moi, le plus petit dénominateur commun, ça me suffit pour prendre des décisions. C'est bien, Richard, on a quand même en 2020, on est passé, pendant des années, on a eu 100 000 avortements au Canada, puis en 2020, on en a eu 78 000. Tu me diras que c'est 78 000 de trop, mais c'est quand même un gain de 22 000 par rapport aux années... le mot gain... Non, mais c'est vrai, c'est quand même 22 000 vies qui sont venues de plus par rapport aux années antérieures. Il y a peut-être moins de monde qui ont eu d'enfants. Au contraire, on est en pandémie isolée, le monde, il copule encore plus. C'est ta théorie? Regarde le verglas. Oui. Bon. Le verglas le prouve. Au verglas, il y a eu des enfants du verglas. Je pense qu'en confinement, il y a eu des enfants du confinement qui fait en sorte que il y a plus de gens qui font des petits. Ce que je veux dire, c'est que Leslie Lewis, quand même, premièrement, là, c'est la course à la chefferie du Parti conservateur. Puis je ne veux pas réouvrir le débat qu'on a eu ensemble la semaine dernière. Là. C'est la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, de 1. De 2, je crois qu'on a de côté un Justin Trudeau qui définance toutes les associations pro-vie. T'en as une qui veut favoriser les centres de grossesse, favoriser l'adoption, donner une alternative qui est complètement inexistante présentement. Et je pense que sur ces valeurs-là, je parle pour Dany, parce que je la connais, sur ces valeurs-là, je crois que c'est louable de poser un geste sur une candidate qui est prête à faire plus sur des organisations pro-vie que le gouvernement actuel qui fait absolument rien. Le moins pire choix, ça je suis d'accord. Quand tu y vas pour le moins pire, c'est correct. Il y a une logique de moins pire. C'est quoi tu disais la semaine passée, parce que tu l'as dit hors d'onde, parce que tu avais trop peur de le dire en onde? J'ai peur de rien. Leslie Lewis, si elle termine deuxième, elle se positionne quand même stratégiquement par rapport au gouvernement de Poilievre, parce que quelqu'un qui finisse deuxième va être quand même considéré. Je ne sais pas, tu m'as dit quelque chose comme ça en dehors des ondes avant de partir. Elle se positionne pour avoir un rôle senior dans le parti. Ça, je suis d'accord. Okay. Exactement. Fait que les gens qui vont voter pour elle vont s'organiser pour contribuer à ce qu'elle ait un rôle senior à l'intérieur du parti. Ton rôle senior, c'est ce que tu peux faire quand tu as un principe qui va à l'encontre du chef? Tu peux te torcher avec. Peut-être. OK. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si elle insiste trop, elle n'aura pas son poste senior. Parce que ça va être ça, la négociation. Là. Si tu embarques, là, tu vas suivre le narratif du chef. OK? De 1. Avec les pro-vie, là, tu l'as dit en campagne, mais je ne veux plus l'entendre. C'est correct? Ça va être ça. Ou si tu le dis, il ne faut jamais qu'il y ait d'action reliée à ça. Et la preuve, c'est qu'un simple député d'arrière-ban peut présenter des projets de loi privés. Et on l'a vu dans le passé. Le Parti conservateur était pris avec une quinzaine de pro-vie qui présentaient des projets de loi privés. Donc, c'est-à-dire que le député présente un projet, ça passe dans les méandres, puis c'est écrasé par ton propre parti. Mais au moins, tu fais publiquement un geste de courage. Elle ne pourra même pas faire ça, parce qu'elle va être dans l'opération. Et là, on va être tellement pris dans le gouvernement qu'on ne pourrait même pas voir ce qu'elle fait pas là-dessus. C'est ça le problème de se présenter comme étant avec une étiquette que tu ne pourras même pas défendre une fois en poste. Régent Bergeron qui dit « Ça ne se réglera pas avec le système actuel. Jean-François penche pour le système de parti actuel. » Donc, ta position qui était de dire que, comme tu viens de dire, qui était pragmatique, ben, dans un système de parti, avant 2020, que tu avais des chances de pouvoir être quelque part pour faire du bruit, disons. Okay? Mais depuis 2020, c'est un rouleau compresseur. Et on le voit parce que les droits des Canadiens ont été bafoués à 100%. Et il n'y a pas un élu qui se lève. Il n'y en a pas un, là. Il y a même le Bloc québécois qui a voté pour interdire d'ouvrir les frontières canadiennes. OK. C'est dramatique. Là, moi je vais répondre à M. Bergeron. Là. Ouais. On a reçu Jean-Charles Cléroux ici. Ouais. Jean-Charles Cléroux va amener quelque chose d'autre qu'un parti actuel. Ça n'arrivera pas. Tu le dis. Donc, on est pris avec les partis actuels. Ouais. Donc, par soustraction, si on est pris avec les partis actuels en place, la seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est si la communauté chrétienne à travers le Canada, je le dis encore,
11 000 lieux de culte. Ça représente peut-être, dans certaines églises, 100 à 5 000 personnes dans d'autres églises. Si ces 11 000 lieux de culte-là se mobilisaient à l'intérieur d'un parti actuel en faveur d'une candidate ou d'un candidat, peu importe, qui serait pro-vie, on pourrait changer des choses. Ça se fait pas. Ça revient à dire tout à l'heure, 50 se lèvent. Ils se lèvent pas. OK, mais je vais aller plus loin. De base, ce que tu me dis, annulons notre vote, ça ne fera rien non plus. Ben oui. Ben non, ça ne fait rien. Au moins, tu as respecté tes principes. Tu as respecté tes principes, mais tu n'as rien à faire t'avancer non plus parce que tu régleras ça avec Jésus. as une minorité. Tu as une minorité qui le système, ce que Régent dit, c'est que le système ne fonctionne plus. Le système blanc, le vote blanc, 1,5 %. Tu voudrais espérer, toi, ici, en annulant nos votes, avoir quoi? 40 pour faire bouger des choses? Ça n'arrivera pas, Richard. Non, c'est utopique. Là, tu vis dans le Calinours puis dans les... Il va y avoir 40 probablement qui ne participeront pas. Le pays des licornes, là. Ils n'iront pas voter comme en France, parce que le monde décroche pas à peu près. Là. Tu sais, à nous écouter, on peut se faire une tête. Mais on n'est pas en train de dire ça va bien aller si je fais tel ou tel geste. À un moment donné, tu te dis je suis plus capable et je sors du système. Ce que je suis en train de dire. 40 c'est des gens qui décrochent. Ce que je suis en train de dire, si c'est 1,5 % qui ont voté dans le vote blanc en France, annuler son vote, ça va être inférieur à 1,5 % au Canada. C'est pareil. Mais mettons, 1,5 Dernière élection, 1,6 qui ont annulé au sens où on peut considérer qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont fait comme moi. 1,5, c'est zéro. C'est ça. Bon, 1,5, c'est zéro. Alors que s'il y avait parce qu'on est dans des systèmes de partis actuels, alors que s'il y avait une masse critique qui se mobilisait à l'intérieur d'un parti actuel, qui va chercher leurs valeurs avec des candidats qui épousent leurs valeurs, on aurait beaucoup plus, ou on changerait beaucoup plus que d'annuler son vote. Je suis d'accord, mais ça n'arrivera pas. C'est pas arrivé. D'ailleurs, il y avait jusqu'au 3 juin pour le faire. Je comprends. Alors, c'est sûr qu'on comprend que le d'un côté ou de l'autre, ça n'arrivera pas. C'est pareil comme Jean-Claude Cléroux qui dit... Jean-Charles, je le rebaptise tout le temps. Si les gens embarquaient en masse, on pourrait instaurer la démocratie directe. Oui, mais ça n'arrivera pas. Fait qu'on parle en théorie pour manger du popcorn, boire de la bière, parce que ça ne donne rien à faire ça. Mais quand tu as quelqu'un qui se présente avec une étiquette puis qui n'est pas capable de la défendre dans les principes, ça se dénonce. Mais si elle avait une population en arrière d'elle qui pouvait l'aider à la défendre, ses principes, c'est ça. C'est qu'on est divisé. D'ailleurs, elle serait très contente. Moi, ce qu'elle m'a dit lorsque j'ai été exclu du parti, c'est « Écoute, merci beaucoup, Richard, d'avoir mis la barre aussi haute, là, parce qu'on peut passer en dessous debout. » Elle te les dit en français ou en anglais? En anglais. Elle ne parle pas français, on le sait. Leslyn Lewis, selon Rose-Aimée Duchesne Dallaire, Leslyn Lewis... Puis avec ce commentaire-là, Richard, on a encore bossé la deuxième période. Elle demande, non, juste en terminant, parce qu'on ne reviendra pas avec Leslyn en venant, elle demande, est-ce qu'elle est pour le mariage gay? Est-ce que c'est prononcé là-dessus? J'ai même pas posé la question, non? Non, puis dans tout ce que j'ai vu, j'ai rien vu. Rose-Aimée, elle a dit que Leslyn Lewis, elle ne se prononce pas là-dessus. Et que, comme chrétien, on ne peut pas faire de compromis. Hein? Un péché, c'est un péché. Donc, elle est beaucoup plus dans les principes. Et en disant, écoutez, vous parlez d'avortement, mais il y a aussi le mariage gay et tout le reste. Alors, elle ne se prononce pas, parce que si tu ne te prononces pas, tu n'es pas obligé de prendre d'action. Son parti, il est pro-gay. Hein? On le sait. Donc, si elle se positionnait contre, encore une raison de l'exclure de la course. Ben, elle ne veut pas. Oui, mais encore faudrait-il lui poser la question directement à elle. Là, on assume. J'ai pas vu de question qui lui a été posée dans ce sens à elle. Si moi, je me présente pour être dans un parti politique, il faut que je présente mon programme. Donc, si je ne le dis pas d'emblée, il faut au moins que j'adopte les politiques du parti par défaut. Donc, elle a adopté les politiques pro-gay du parti actuel. De facto. Ça répond à sa question. On revient après la pause. Vous avez perdu confiance en nos gouvernements? Vous partagez les principes conservateurs traditionnels? Vous vous demandez pour qui voter? UnionConservatrice.ca représente une réponse politique au-dessus de la partisanerie. Il est temps de s'unir pour défendre nos valeurs nationales. Adhérez à UnionConservatrice.ca afin d'agir efficacement tous ensemble pour le bien commun dans le respect de nos droits. UnionConservatrice.ca. On ne reviendra pas là-dessus. On est en train de débattre encore même pendant la pause. Pour terminer, vu que c'est notre dernière, puis c'est notre dernier segment, c'est ça?
Je veux qu'on revienne sur ce qui va être l'actualité d'Aplomb à l'automne prochain. Oui, les élections, on peut en parler en long, en large, mais l'identifiant numérique, bionumérique individuel, ça s'en vient. Ils vont trouver un beau nom, là. Ça, c'est le nom que j'ai inventé parce que ça dit tout ce qui est à dire. Identifiant égale, on va vous attacher une traçabilité. Hein? C'est ceux qui ont peur à une puce, là, c'est l'équivalent parce que toutes vos informations vont être contenues vont être numérisées. Et quand on parle de bionumérique, là, on voit maintenant qu'avec les injections, on a déjà on sait qui l'a eu, qui ne l'a pas eu. Si on a votre dossier santé, on va être capable de connaître. Donc, ça va être beaucoup plus vers l'identité de la personne qu'un identifiant où je dirais, ici, tu as un passeport ou tu as un permis de conduire. Tu as des outils pour te présenter, pour t'identifier. Et ça, on est habitué avec ça. Beaucoup ont vu la marque de la bête il y a 50 ans. Le numéro d'assurance sociale était supposé d'être ça. C'est pas ça. L'idée, c'est à quel moment tu deviens esclave d'une entité qui a un contrôle sur ta vie de A à Z, et c'est ce qui s'en vient. Et le mondialisme a été obligé de montrer son plan avant même d'implanter ça. Et ceux qui embarquent là-dedans, ils le font de façon ils consentent à le faire. Oui. Parce que si tu dis j'ai pas le choix de prendre l'injection, tu consens à le faire, tu te fais injecter. Et oui, tu aurais perdu ton emploi ou tu aurais ci, tu aurais ça. Oui, mais tu as quand même choisi de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, le pire qui peut arriver, pour prendre l'exemple de François Maléga, tu vas aller en prison. Bon, il est sorti de prison, il est encore souriant, puis il est encore plus déterminé qu'avant. Et on est en train d'en faire un symbole, un martyr. De ce côté-là, si tout le monde faisait des gestes comme ça, on peut comprendre que ça bougerait assez vite. Alors, l'identifiant numérique va devenir à l'automne l'élément majeur parce qu'en 2023, ils veulent vraiment tirer le filet. Et le ministère d'Éric Kerr, dans ce contexte-là, de Legault, avec le 10 milliards qu'ils ont investi... Qui va devenir un supraministère, parce que c'est lui qui va gérer les données de tout le monde. Et c'est pas Éric Kerr qui mène ça, entre toi et moi. Non, je ne dis pas que c'est lui, je dis juste que son ministère va devenir un supraministère. C'est le cœur de la bête, c'est le cœur de l'État profond. Et Éric Kerr, il est là comme porte-parole pour faire des sourires. Un pantin. Un pantin, d'ailleurs, que Legault avait récupéré dans un scandale financier, souviens-toi, au début de sa carrière. Ça, c'est un ancien de l'ADQ qui a traversé avec la CAQ, alors qu'il y a beaucoup de monde à la CAQ qui disait « voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Et lui, il a été aspiré par opportunisme. Et quand il a voulu se présenter, puis le scandale est sorti, Legault l'a épongé. Lui est en dette devant ce gouvernement-là et il n'a pas dit un mot depuis 2 ans. Il n'y en a pas un qui a dit un mot, mais lui, il est même pas mal. Lui, il est même en train de dire « je vais même diriger le dossier de la soviétisation du Québec. » Voilà, comment ça? On va vous contrôler d'aplomb. Alors, c'est sûr que quand ça va être mis en place, ils vont le faire dans les organismes qui connaissent, qui contrôlent, la SAQ. Alors, tu ne pourras pas aller acheter de vin si tu n'as pas ton identifiant. Non, il a racheté du vin du dépanneur. Ils vont peut-être accepter l'argent comptant, donc on va être encore capable d'y aller, mais là, ils vont venir te chercher avec les injections, avec le passeport, avec la muselière. Tout ça va revenir pour nous empêcher d'être libres carrément et de plus en plus choisir toujours la solution facile parce que pour 90% des gens, d'accepter de donner son identité, là, c'est pas un problème. Il y a bien du monde qui dit ça me protège. D'ailleurs, moi, si je pouvais avoir une puce intégrée puis que la porte s'ouvre quand j'arrive puis que mon compte de banque soit disponible juste parce que ma puce m'ouvre, beaucoup pensent que c'est bénéfique. Tu peux imaginer comment est-ce que la marche est haute. Moi, je vais dire, je suis bilingue, mais je suis un amoureux de la langue française. Puis le choix des mots qu'on utilise est toujours extrêmement important. Quand tu parles de suspension, tu sais, dans l'Union européenne, là, ils ont laissé tomber là, l'identité numérique pour voyager à l'intérieur de l'Union européenne. Ça sorti hier, vraiment hier. Puis on a laissé tomber aussi ici au Canada par rapport à prendre l'avion puis voyager. On ne parle pas de retrait, là. On parle de suspension. Puis les gens, on dirait qu'ils oublient le mot suspension, puis ils pensent que c'est un retrait, puis tout redevient à la normale. Non, non, c'est une suspension. Puis la raison pourquoi c'est une suspension, c'est parce que ça va revenir. Tu ne peux pas suspendre quelque chose sans le ramener, sinon c'est un retrait.
Un retrait, ça ne revient pas. Une suspension, ça risque de revenir. Et s'ils avaient fait des lois contre, comme oui. DeSantis en Floride, lui, il n'a pas dit on n'appliquera pas les mesures de fou. Il a fait des lois qui empêchent de faire des mesures de fou. Donc, en Floride, c'est si tu imposes une muselière comme commerce, je vais te faire une amende. Oui, tu as une amende. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire de la politique. Tu sais, quand je parle de dire dans ton programme qu'est-ce que tu annonces, c'est que lui, il le fait d'aplomb et il y a des bonnes chances d'être le prochain président américain. Je pense que Trump, on va voir comment les réseaux vont le soutenir, mais DeSantis est en train de faire tout un record en termes d'excellence politique. Un branle-bas de combat extraordinaire. Intelligemment, et il a les moyens de ses ambitions parce qu'il est déjà gouverneur d'un État qui l'appuie et tout le reste. Et il a démontré à l'ensemble de la planète qu'on pouvait agir concrètement avec efficacité. Donc ça pour contrer un peu les autres discours dont je parlais tout à l'heure, lui, il a fait l'inverse carrément. Et ici, comme tu le dis si bien, on fait juste dire, plus besoin de porter le masque. Non. Il faut vraiment que tu viennes avec des règles. Donc, Éric Duhem qui dit qu'il va être contre ça. Oui, mais fais-moi un projet de loi là, dans ton programme qui dit ce que tu vas faire. Je vais voter telle chose. Là. Le jour 1, je vais obliger le gouvernement à prendre tel virage. Mais ça, c'est important. Tu as tellement raison, mais il y a un principe de leadership à travers de tout ça qui émane de DeSantis. C'est que les gens vont toujours prendre la couleur de leur leader. Étant donné qu'on a un leader qui compte un narratif, qui se lève haut et fort, puis qui fait extrêmement bien, on devrait en avoir des leaders comme ça un peu plus partout à travers la planète présentement, la population vont prendre la couleur de leur leader. Ici, on a, écoute, je vais me poser ce qu'on a comme leader, là, je perdrais mon temps. Fait qu'on a une population qui reflète le leadership qui est en place. Si on avait... Ça commence par elle, c'est des losers qu'on a. Ouais. Ben, tu le dis. Ben écoute, c'est vraiment comme ça qu'il faut regarder ça parce que cet identifiant bionumérique-là va être imposé par l'État profond. Donc, peu importe qui va être au pouvoir, puis j'ai hâte de voir le parti d'Éric Duhem parce que lui va être élu probablement. Et tu me disais tout à l'heure combien. Ben écoute, s'il fait 5 élus, ça va être excellent. Là. Ah, tu penses qu'il pourrait en faire jusqu'à 5? Ah ben écoute, en Beauce, 2-3 comtés, puis à Québec, 2-3 comtés, tout est possible. S'il en fait 1 ou 2, ça va être très noble. L'important, c'est d'avoir un élu. Bon. Et quand le chef est élu, il y a des bonnes chances. Parce qu'au début, là, avant, quand il était question qu'il se présente à la chefferie, ce que je disais, c'est, connaissant Éric, il va prendre le leadership du parti pour se faire élire comme député dans un comté. Il va faire un Québec solidaire de lui-même parce que tu crées une brèche dans le système en l'intégrant. Fait que ça, c'est certain. Mais là, il y a tellement le vent dans les voiles au niveau populaire qu'il peut aller chercher plus que 1. Et la journée que tu es 4-5, là, tu as une masse critique. Là, tu as des budgets. Tu commences à avoir des gens de recherche. Et là, tu peux développer ou étoffer ton discours. Le problème, c'est que pour être populaire, il faut que tu sois de plus en plus libéral. On le voit que les gens ils réagissent de façon libérale. On est endoctriné depuis des générations au libéralisme. Donc, comment le monde y réagisse? Finalement, là, on n'a plus besoin de passeport pour traverser la frontière. Tout le monde me dit, tu y vas-tu aux États-Unis? Là? Je dis, c'est pas le problème d'y aller, c'est de revenir le problème. Fait que j'ai de la parenté, moi, là-bas. Il dit, là, tu peux venir? Non, il faut revenir ici, puis ici, c'est le Canada. Parce qu'il faut que tu fasses ta quarantaine, puis etc. Là. C'est de la folie furieuse. Ils n'ont pas encore enlevé ça? Ben non, ils vont toujours à moitié. D'ailleurs, le port de la muselière dans les avions est encore là. Dans le train. Tout le monde pense que ça a été libéralisé. Quand je te dis, ils font juste te donner une petite liberté, là, c'est ça, là, carrément. Alors, c'est sûr que si on regarde l'ensemble de ce qui s'en vient, une fois élu avec 4-5, c'est sûr que tu vas avoir l'obligation de résultat. Donc, Éric Duhem, avec son parti, avec, admettons, rêvons, 4-5 élus, là, on va regarder comment il va gérer les différents dossiers de totalitaire Legault. Là. Et là, peut-être qu'on va trouver qu'il n'est pas aussi ferme qu'il aurait dû l'être. Un exemple concret, le Bloc québécois a appuyé la motion des libéraux de ne pas ouvrir les frontières. Mais voyons donc, c'est un parti d'opposition, de contestation. Tu ne seras jamais le gouvernement, tu as 0 à perdre. Mais Yves Blanchette, c'est l'ancien directeur d'Éric Duhem qui a une grosse bague avec le signe franc-maçon dessus. Il faut comprendre les ramifications de qui a fait que le chef est telle personne. Tu sais, je dis souvent...
que l'agent Anglade du Parti libéral, elle a été placée là pour empêcher le Parti libéral de performer. Qui c'est, l'agent Anglade? Comment ça s'appelle? Ah, tu parles de Dominique Anglade? Dominique Anglade. Oui, c'est ça. Son nom, c'est Mme Anglade. Non, c'est l'agent Anglade. C'est très clair. Elle a été mise là pour empêcher le Parti libéral. Les libéraux se sont fait passer, les libéraux au sens des membres, là, se sont fait passer une vite par le groupe derrière Legault, qui était le groupe derrière Charest et compagnie. Eux autres sont là pour le pouvoir, et c'est certain qu'ils savent que ce qui s'en vient, tu as besoin d'avoir toutes tes ressources derrière le gouvernement totalitaire, sinon, ça va se mettre à tirailler. Imagine-toi que les oppositions se mettent à critiquer ce que Legault fait depuis 2 ans. On ne serait peut-être pas où on est rendu. C'est clair. Richard, ça a été une première saison. On a appris à scoltailler, comme tu dis, appris à échanger, pas à revendiquer, mais à démontrer nos points de vue, à les partager. Je pense que ça a été une belle saison, somme toute. J'ai vraiment apprécié de travailler avec toi. Comme mot de la fin, toi, qu'est-ce que tu retiens? En fait, ce que je dis, c'est que c'est une émission qui avait raison d'être. On l'a prouvé. Quel sera l'avenir? On verra. Il y a beaucoup de choses qui risquent d'arriver durant l'été. Et ce que je dirais comme mot de la fin, c'est que oui, il y a un besoin. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui prendront des initiatives comme ça. Oui. Pas tellement du format ou y a-t-il beaucoup de gens qui nous suivent, quoi que ce soit. Beaucoup plus d'être, est-ce que j'ai pris parole pendant qu'il y avait la guerre? Imaginez-vous les Allemands. Moi, j'ai rencontré un jeune homme, écoute, quand j'étais en Alberta. Le gars est pilote d'hélicoptère. Et son père et son grand-père étaient un nazi. Écoute, là. Son père était le fils du nazi. Mais le grand-père a été un vrai nazi, là. Tu peux y toucher, là. Donc là, j'avais quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Et je lui posais des questions que le pauvre garçon de 25 ans ne s'est jamais posé, là, ou à peu près. Et il disait, le village chez nous, là, de mon grand-père, c'était le fief des nazis. Fait que pendant la guerre, c'était le Klondike là-bas, là. C'était l'euphorie, tout le monde était beau et gentil, etc. Alors, ces gens-là qui ont survécu à la guerre, qui ont été dans le camp de ce qu'on sait qui est devenu après ça, imagine l'examen de conscience qu'ils doivent se faire. Alors, sans faire de parallèle avec ces 2 événements-là, faites un parallèle avec votre propre situation. Et est-ce que vos petits-enfants diront, est-ce que vous avez pris la parole contre ça? Imagine-toi un nazi qui l'aurait fait à l'époque, il aurait été tué. Fait qu'il peut expliquer, écoute, il a fallu survivre, mais jamais j'ai aidé cet agenda-là. Alors ici, on devrait dire, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu as baissé ton masque en dessous de ton nez, tu pourras dire ça. Dans 1 an, 10 ans, 20 ans, on verra ce que sera le jugement. Je pense que l'émission Vérité Choc a amené une façon de prendre parole et qu'on aime nos positions réciproques. On cherchait, par notre coltaillage, à représenter l'ensemble des auditeurs qui ont des positions polarisées. Moi, je suis quelqu'un de très polarisant parce que c'est très payant en politique. Ça t'oblige à prendre position. Malheureusement, il y a des effets secondaires. On perd beaucoup de monde en chemin. Des dommages collatéraux. Les gens sont très émotifs. Alors, ils pensent que parce que tu argumentes, que tu es contre tout le monde. Alors, ça, c'est peut-être la conclusion. C'est que prenez l'été pour réfléchir, mais s'il y a des gens qui pensaient de faire une action contre ce qu'on va nous imposer et ce qu'on nous a imposé depuis 2 ans, faites-le. Développez votre projet. L'émission ici, c'est la preuve que c'est parti d'une idée sur un coin de table et ça a donné quelque chose qui... Est-ce que ça va se poursuivre en septembre? On verra. C'est sûr que la politique va continuer. Il y aura toujours des besoins pour avoir des commentaires et je serai toujours présent dans le combat qui, à mon avis, est juste et louable. Absolument. Et sera à très long terme. Absolument. Merci. Bon été à tout le monde et on se retrouve à une prochaine. Oui. Au revoir.